Bonsoir. Alors, donc on est les docteurs Hiver et les docteurs Courteau de l'espace santé qui se situe au centre-ville, en face de l'ancien CHT et de l'ancienne police municipale. Et nous, on va faire la partie qui concerne les infections sexuellement transmissibles et on va aborder quelques spécificités locales. C'est le plan qu'on va suivre. Alors moi, je vais vous présenter quelques chiffres de notre centre. C'est pas représentatif forcément de tout le territoire, mais ça donne une bonne idée de la prévalence de certaines infections. Et puis le docteur Hiver va vous faire le gros de la présentation après, et je reviendrai moi à la fin sur certaines méthodes de prévention pour les personnes les plus à risque. Alors, les premiers chiffres que je voulais vous présenter, c'était le taux de positivité des infections à chlamydia. Donc c'est ce qui est présenté dans les cellules en vert là, par site. On a en génital 22% de taux de positivité, donc c'est le nombre de tests positifs sur le nombre de tests effectués. 3% pour les prélèvements pharyngés et 20% pour les prélèvements anaux, ce qui fait une moyenne de 16%. Quand on compare, c'était les chiffres de 2024, quand on compare au taux de positivité des centres de dépistage en métropole, ils ont une moyenne de 8,2% avec les taux les plus élevés retrouvés en Martinique à 15%. Donc on est au-dessus des taux les plus élevés pour les cégides. Nous, on n'est pas proprement parlé un cégide, donc on n'est pas considéré dans ces données-là. Pour le gonocoque, pareil, 11% en génital, 4% en pharyngé et 11% sur les prélèvements anaux, ce qui fait une moyenne de 9%. On est aussi au-dessus des chiffres métropolitains et des territoires ultramarins avec un taux à 7,2% pour la Guyane. Donc on est encore au-dessus. Et pour le trichomonas et le mycoplasma génitalium, on a un taux de positivité d'un sur 4 pour le trichomonas. C'est que pour les sites génitaux, ça. Et 12% pour le mycoplasma génitalium. J'ai pas les données des cégides par contre. Depuis 2023, au centre, on fait des prélèvements pharyngés systématiques à toutes les personnes qui déclarent avoir des rapports orogénitaux. C'était pas systématiquement le cas avant, et ça nous a permis d'avoir ces chiffres-là qui sont très intéressants. On se rend compte qu'il y a dans l'ensemble des tests positifs à chlamydia en pharyngé ou en génital, on a 7% de positivité qu'en pharyngé pour le chlamydia en 2024. Donc c'est 7% de chlamydia qu'on n'aurait pas trouvé si on n'avait pas été chercher systématiquement en pharyngé, et 21% pour le gonocoque. Et cette donnée, alors ça c'est le taux de positivité pour les dépistages asymptomatiques. Pour le chlamydia, on a retrouvé l'année dernière 56% de l'ensemble de nos chlamydia chez des personnes qui se présentaient pour du dépistage, donc qui ne présentaient pas de symptômes. Et à droite, on a affiché les taux chez la femme, 59%, et chez l'homme, 48%. Et pour les gonocoques, c'est un petit peu moins de la moitié, c'est 43% de dépistage asymptomatique. Et chez la femme, c'est plus de la moitié aussi. Et chez l'homme, il y a un peu plus de formes symptomatiques. Voilà, ça, après, bon, ça c'est les co-infections, c'est pour montrer qu'il y a pas mal de co-infections. Je passe rapidement dessus. Il y a des co-infections assez fréquemment. Et les dernières données intéressantes, c'est sur le mycoplasme, on va y revenir après. Le taux de mycoplasme isolé symptomatique, c'est 9%. C'est le taux de mycoplasme positif que l'on traite. Dr Hiver va en parler après, mais c'est une petite partie des mycoplasmes qu'on retrouve. Et 2%, c'est le taux de personnes symptomatiques qui ont un mycoplasme.
Voilà, j'ai pas mis de chiffres pour la syphilis, mais je voulais en parler un petit peu avant de laisser la main à Alexia. On a aussi beaucoup d'augmentation de la syphilis ces dernières années, pas que ici, hein, partout. On est passé de 2023 à presque 100 cas de syphilis actifs qu'on a traités en 2023 à 160 et quelques en 2024. Voilà. Donc ces chiffres nous permettent de voir qu'il y a quand même un fort taux d'IST ici en Calédonie. Le taux des IST, surtout bactériennes, augmente de plus en plus dans le monde entier. Mais ici en Calédonie, on est vraiment une région vraiment fortement touchée. Donc en fait, tout le but de cette présentation, ça va être peut-être de vous convaincre et de vous donner envie aussi de proposer des dépistages à vos patients. C'est pas toujours évident, donc c'est vrai qu'on me propose souvent de le faire dans une démarche de prévention et de santé sexuelle. Par exemple, on va checker souvent les vaccins, s'ils sont bien faits, etc. Et donc pourquoi pas aussi checker aussi si les dépistages sont à jour. Chez les jeunes, on peut proposer le Gardasil pour la prévention du papillomavirus. Et ça peut être une petite porte pour ensuite switcher et parler des IST. Sachant que la HAS recommande un dépistage systématique et opportuniste chez toutes les femmes de moins de 25 ans sexuellement actives et tous les ans s'il y a changement de partenaire. Pourquoi que chez les femmes? Parce que c'est elles qui ont le plus fort taux de complications. Par extension, on peut aussi proposer chez les hommes jeunes et même chez toute personne sexuellement active. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer comme dépistage? Je vais d'abord parler des personnes qui se présentent sans aucun symptôme. Donc, il y a d'abord les sérologies. Ça, en général, il n'y a pas trop de soucis. C'est juste pour rappeler, le VIH, il y a 6 semaines de délai pour diagnostiquer le VIH après le dernier rapport sexuel sans préservatif. Pour la syphilis et les hépatites, il y a un délai de 3 mois. Donc, d'où l'intérêt de demander la date du dernier rapport sexuel non protégé. Parce que si vous avez une personne qui vient, qui dit bah, voilà, je veux faire un dépistage, mais mon dernier rapport sans préservatif, il date d'il y a 1 mois, bah, peut-être qu'il va falloir lui proposer de revenir au délai de 6 semaines pour le VIH et de 3 mois pour les hépatites et la syphilis. Pour l'hépatite A, je voulais juste en dire un mot. C'est une hépatite qui peut se transmettre lors des rapports sexuels que s'il y a pratique de l'anulingus. Donc voilà, c'est à proposer un petit peu systématiquement chez les personnes, chez les hommes homosexuels. Juste pour précision, HSH, c'est pour hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Dans l'idée de leur proposer le vaccin après, le vaccin de l'hépatite A, qui est le même pour le vaccin de l'hépatite A qu'on propose pour les voyageurs, sachant qu'il y a 2 doses à 6 mois, maximum 1 an d'intervalle pour avoir une protection tout au long de ta vie. S'il y a des personnes hétérosexuelles qui pratiquent l'anulingus ou qui sont multipartenaires et qui prennent plus de risques, on peut leur proposer aussi la sérologie hépatite A et le vaccin ensuite. À noter, on ne fait plus du tout de sérologie à chlamydia. C'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir. Je ne sais pas s'il y en a encore qui le font, mais c'est juste pour rappel, la sérologie à chlamydia n'est pas du tout efficace. Ça permet juste de savoir si on a déjà eu la chlamydia dans le passé, mais pas du tout de savoir si on a une infection récente à chlamydia. Les seules recommandations encore pour la faire, ça va être le parcours PMA ou si on ne peut pas faire de prélèvement vaginal dans la recherche des IGH. Donc pas du tout notre sujet d'aujourd'hui. Pour la syphilis, 2-3 petites précisions aussi. Le chancre, il apparaît environ 10 à 90 jours après la contamination. Et la sérologie se positive quelques jours après l'apparition du chancre. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un délai de 3 mois pour avoir des tests fiables à la sérologie. C'est parce que si votre chancre il apparaît au bout des 90 jours, votre sérologie elle sera positive qu'après. Donc pour que ce soit fiable, il faut bien attendre les 3 mois. Pour les traitements, il y a eu des petites modifications aussi. Maintenant, on parle de syphilis précoce si elle est datable d'il y a moins d'1 an. Et dans ce cas-là, on ne fera qu'une seule dose d'hexancilline. Et si la contamination est de plus d'1 an, donc si on sait qu'il y a eu un chancre il y a plus d'1 an, ou si alors on ne peut pas du tout dater l'apparition du chancre, la personne ne sait pas quand est-ce qu'elle a eu un chancre, à ce moment-là, on fera 3 doses d'hexancilline à 1 semaine d'intervalle. Et enfin, si
vous avez un patient, il sait que son partenaire ou sa partenaire est positive à la syphilis, mais que par exemple ils ont eu des rapports que depuis un mois, donc on n'est pas du tout dans les délais pour chercher une syphilis fiable dans les tests. On va proposer la sérologie forcément, mais on peut traiter d'emblée la personne. Voilà pour les précisions. Ensuite, pour l'hépatite B, juste pour rappeler que la vaccination est obligatoire depuis 1989 en Calédonie. Donc si vous avez un patient qui est né après cette date, ce n'est pas forcément une sérologie qui va être nécessaire de proposer. Et ensuite, pour l'hépatite C, je vous ai mis, juste pour rappel, c'est que c'est une transmission qui va être plutôt sanguine. Donc je vous ai mis là toute la liste des personnes chez qui il faudrait rechercher l'hépatite C. Juste pour dire que nous, en pratique, au centre, on va plutôt rechercher les utilisateurs de drogues intraveineuses, les gens qui se sont fait des tatouages avec des aiguilles partagées, ceux qui sniffent les drogues, les hommes homosexuels, les rapports sexuels avec présence de sang, les personnes qui font du hard, du chemsex. Chemsex, c'est quand on utilise des drogues pour prolonger le rapport sexuel. Et donc, du coup, ça crée plus d'irritation, plus de micro-lésions, etc. Et donc plus de risque de transmission sanguine. À savoir aussi que l'hépatite C, on peut en guérir maintenant avec les traitements qu'on a. Par contre, ça ne fait pas d'immunité sur le long terme. Donc même si vous êtes guéri à l'hépatite C, on peut re-attraper l'hépatite C une nouvelle fois. Donc chez les personnes qui ont un antécédent d'hépatite C guéri, il faut leur proposer non pas la sérologie hépatite C classique, mais l'ARN à VHC. Voilà, juste pour préciser. Ensuite, en plus des sérologies, on va pouvoir proposer les prélèvements locaux pour rechercher chlamydia, gonocoque et trichomonas. Donc, comme le disait Adrien tout à l'heure, on va pouvoir proposer aux 3 sites, donc génital, urinaire chez l'homme, vaginal chez la femme, mais aussi au niveau du pharynx et de l'anus en fonction des pratiques sexuelles des gens. Je prends un exemple tout bête, mais les personnes qui disent bon, voilà, moi j'ai des rapports sexuels protégés avec un préservatif, oui, d'accord, très bien, mais est-ce que vous pratiquez le cunnilingus par exemple? Oui, bon, très bien, il n'y a pas de préservatif, donc il y a un risque de contamination au niveau de la gorge et donc d'avoir un chlamydia ou un gonocoque dans la gorge et ensuite de transmettre à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que tout l'intérêt de proposer, de poser la question et de faire un dépistage aux 3 endroits s'il y a les 3 endroits qui sont utilisés. À savoir aussi, on a un délai de 2 semaines pour pouvoir dépister ces IST bactériennes. Donc pareil, s'il y a eu une prise de risque il y a 2 jours, qui ne sont pas symptomatiques, il faut leur dire qu'il faut revenir dans 2 semaines parce que sinon on ne va rien trouver. Voilà. Pour les prélèvements, donc chez les hommes, c'est sur le premier jet urinaire, parce que les germes sont au niveau de l'urètre. Il faut bien leur dire qu'il ne faut pas avoir fait de miction pendant au moins 1 heure pour pouvoir recueillir les germes. Voilà. Pour les femmes, on va privilégier plutôt l'autoprélèvement vaginal. Donc au niveau du vagin chez les femmes, c'est plus sensible qu'au niveau urinaire, donc on préfère là. Et ensuite en autoprélèvement parce que c'est beaucoup mieux accepté et il n'y a pas de différence d'efficacité pour trouver le germe. Donc on fait un autoprélèvement, c'est plus simple et c'est plus facile pour les femmes. Pour le prélèvement dans le pharynx, ça va être un prélèvement au niveau des amygdales ou de la paroi postérieure du pharynx. Voilà, moi je dis souvent, c'est comme quand on faisait le Covid au niveau de la gorge, c'est un peu pareil. Bon, ce ne sera pas à vous de le faire, ce sera sûrement au laboratoire, mais bon, ça peut être expliqué. Et au niveau de l'anus, c'est pareil, c'est en autoprélèvement dans le canal anal. Sur 2-3 cm maximum, on fait 2-3 tours et c'est terminé. Les gens se le font eux-mêmes et il n'y a pas de souci là-dessus. Juste, tu peux revenir 5 secondes. Juste pour dire qu'on a des PCR multiplex maintenant. Ça dépend vers quel laboratoire les gens vont se tourner. Nous, par exemple, on travaille avec Calédo Bio, donc on va avoir une PCR multiplex. Quadriplex, pardon. Donc ils vont chercher systématiquement chlamydia, gonocoque, trichomonas et mycoplasme génitalium. Donc il y en a qui vont avoir une PCR duplex, d'autres triplex. Duplex, ça va être que chlamgono, triplex, on a chlamgono-tricho. Donc voilà, c'est aussi à savoir quand vous faites votre ordonnance et que vous faites la recherche, si vous mettez que chlamgono et qu'il y a une PCR duplex utilisée dans le laboratoire, ils ne vous feront pas le trichomonas, quoi. Voilà, juste à savoir. Ça, c'est un tableau que j'aime bien, que j'utilise en consultation.
Moi, ça m'aide en fait pour expliquer aux patients. Là, par exemple, je vous parlais de l'anulingus et de l'hépatite A tout à l'heure. En fait, là, moi, je leur montre ça. Je leur dis, voilà, ça, c'est toutes les maladies qu'on peut se transmettre lors des rapports sexuels. Et je prends les maladies un petit peu une par une. Et je dis, bon, ben voilà, l'hépatite A, on peut se la transmettre que quand on pratique l'anulingus. Est-ce que vous faites ça? Oui, ok, bon, on peut vous proposer la sérologie hépatite A. Non, bon, ben... pour vous, on ne fera pas. Et je continue. L'hépatite B, vous êtes vacciné? Oui, non, ok, on continue, etc. Moi, ça peut être un petit tips que je vous partage. Et pour la chlamydia et la gonorrhée aussi, je trouve ça intéressant parce que ça leur permet bien de voir qu'on peut avoir une transmission par les rapports oraux. Quand c'est une pastille pleine, c'est que la transmission a un risque élevé. Et le très épais, là, c'est risque moyen. Donc voilà, je trouve que c'est assez visuel et comme ça, les patients, ils peuvent retenir aussi. C'est bien mal. Les fameux mycoplasmes. Donc, dans le cadre des patients qui sont sans symptômes, ce qu'il va falloir retenir, c'est qu'il ne faut pas le chercher. Et pas le traiter non plus, du coup. Voilà. Les dernières recommandations qui sont sorties, c'est que le seul qui est reconnu pathogène, c'est le mycoplasme génitalium. Tous les autres, ils se sont mis d'accord pour dire que ça fait partie de la flore commensale et du coup qu'il ne faut pas les traiter. Donc, pas traiter, pas chercher. Donc voilà, si vous avez le mycoplasme génitalium parce qu'ils sont allés à Calédobio et que c'est ressorti positif et qu'ils n'ont pas de symptômes, il va falloir leur expliquer qu'on ne va pas le traiter. Voilà. Je pense que tu peux passer. Donc voilà, ça c'est un petit récap sur l'ordonnance, ce que vous pouvez proposer. Donc les PCR, chlamydia, gono, tricho sur premier jet urinaire chez l'homme ou par autoprélèvement chez la femme. Clam-gono sur les prélèvements pharyngés en autoprélèvement anal si il y a besoin. Et puis après, les sérologies. Dans le cadre des patients qui ont des symptômes, donc on va avoir des infections génitales basses. Concrètement, chez l'homme, c'est des signes d'urétrite, ça chauffe, il y a du pus qui s'écoule. Et chez la femme, ça va être des pertes anormales, des pertes blanches, quantité abondante, mauvaise odeur, couleur jaune, verte, mousseuse, etc. Pareil, l'idée, ça va être de demander le dernier rapport sexuel non protégé, parce que là, certes, il y a des symptômes, on va trouver des choses au niveau des PCR, mais vous allez pouvoir en profiter pour parler des sérologies et demander pour le VIH, les hépatites, etc. Et donc, si possible, on va proposer des traitements ciblés sur les résultats par rapport au clam-gono-tricho. On ne fait plus des antibiothérapies probabilistes. On va essayer de mettre les traitements spécifiques au maximum. Et donc au niveau des traitements, je crois que c'est la suite, ouais, voilà. Il y a eu des nouvelles recommandations, donc des petits changements. Pour la chlamydia, on n'est plus sur l'azithromycine 1 gramme en flash en première ligne, on est sur la doxycycline sur 7 jours. Pourquoi ? Parce que l'azithromycine, ça crée beaucoup de résistance par rapport au mycoplasme. Et donc du coup, ils se sont mis d'accord pour mettre la doxy sur 7 jours. D'autant plus que la doxy est beaucoup plus efficace pour les clames pharyngées et rectales. L'azithro n'est pas du tout efficace sur la clame rectale, donc du coup maintenant c'est simple, doxy aux 3 sites, et on s'embête plus. Sauf pour la grossesse des 2e et 3e trimestres. On peut mettre la doxy au 1er trimestre, le CRAT l'a confirmé. Par contre, pour le 2e et 3e trimestre, on reste sur de l'azithro 1 gramme. Sachant qu'on peut rester sur de l'azithro en dose flash aussi si vous avez des patients où vous avez un doute sur l'observance. Néanmoins, nous, à l'Espace Santé, on a quand même des populations, on va dire, de bas niveau social et chez qui on a de forts doutes très souvent sur l'observance. Mais on garde quand même la doxycycline. Pour le gonocoque, ça va être la ceftriaxone 1 gramme en dose unique. Et la trichomonas, on est resté sur métronidazole ou sagnidazole, comme vous voulez, en dose flash, ou alors sur 7 jours si femme enceinte et chez les personnes vivant avec le VIH. Et pour le mycoplasme, si il est symptomatique et si il est positif que à mycoplasme génitalium, dans ce cas-là, vous allez pouvoir traiter avec de l'azithromycine 1 gramme le premier jour et 500 mg à J2 et J3. Avant, on était sur un schéma plutôt sur 5 jours. Et là, ils ont voulu raccourcir en augmentant un petit peu les doses. Donc voilà, on est plutôt sur 3 jours. Voilà, et je répète, si jamais vous avez un patient symptomatique,
que sur le résultat, il y a chlamydia positif, par exemple, et mycoplasme positif. Vous traitez que le chlamydia. Et si, après le traitement, il y a encore des symptômes, à ce moment-là, vous traitez le mycoplasme. Mais dans la plupart des cas, en fait, le mycoplasme ne donne pas trop de symptômes. Donc, on privilégie plutôt l'absence thérapeutique pour le mycoplasme, toujours dans l'idée d'éviter les résistances à l'azithromycine. Je vous ai mis en bas les 2 sites, on va dire, pour le bon usage des antibiotiques, parce que là, je vous ai mis que les premières lignes par souci de simplicité. Après, il y a 2e ligne, 3e ligne, en cas d'allergie, etc. Là, vous pouvez vous référer à l'antibioguide.nc pour l'usage des antibiotiques ici en Calédonie. Néanmoins, je crois qu'il n'est pas encore à jour par rapport au mycoplasme. Et sinon, vous pouvez aller voir antibioclick.com. Là, c'est le site de Métropole. De toute façon, on est raccord sur les recos maintenant en Métropole et ici, donc vous pouvez aller voir les deux sans aucun problème. Pour les cas où il y a une IGH, donc une infection génitale haute, donc les infections, ça va être des symptômes d'infection génitale basse avec orchiépédidymite pour l'homme et chez la femme avec des douleurs pelviennes ou de la fièvre. Bon, globalement, ça va être la même chose au niveau dépistage, PCR, etc., sérologie. On demande toujours le dernier rapport sexuel non protégé de quand il date. Et ensuite, là, par contre, on propose une antibiothérapie probabiliste avec, chez l'homme, donc Ceftriaxone 1 g et Doxy, par contre, là, sur 10 jours. Et chez la femme, on est sur la tri-antibiothérapie, Ceftriaxone, Doxy et métronidazole, sur 10 jours aussi. On garde le métronidazole chez la femme parce que souvent, dans les infections génitales hautes, il y a une infection polymicrobienne, soit un staph, strepto, etc., qu'on ne va pas forcément rechercher. Donc on garde le métronidazole. Et si jamais vous avez que le chlamydia qui revient après sur les prélèvements, on reste sur un traitement sur 10 jours, on n'arrête pas et on n'enlève pas le métronidazole. Ça fait aussi partie des nouvelles recommandations. On ne fait plus de contrôle systématique un mois après le traitement. On considère que les gens sont guéris s'il y a eu une bonne observance des traitements. Et donc on ne fait plus de contrôle, sauf dans les 3 cas que j'ai écrits ici, chez la femme enceinte. Si vous avez traité par azithro pour une infection rectale, parce que pour les coups, les infections rectales, l'azithro fonctionne très très mal. Et si évidemment il y a persistance des symptômes. À dire aux patients aussi qu'ils sont considérés comme guéris 7 jours après la fin de leur traitement. Donc s'ils ont pris la doxycycline pendant 7 jours, il faut encore qu'ils attendent 7 jours de plus pour être considérés comme guéris et donc ne pas transmettre leur maladie. Et s'ils ont pris Flagyl 2 grammes en dose flash, ben c'est 7 jours après la dose flash, quoi. Donc voilà, soit vous retenez 7 jours après la fin du traitement, soit vous dites 14 jours de manière globale, comme ça vous ne vous trompez pas. Et enfin aussi, en termes de nouvelles recos, on demande aux partenaires de vraiment prévenir, on demande aux patients de prévenir leurs partenaires et les derniers partenaires sur la période des 6 derniers mois. Parce que si on traite quelqu'un et que, bon, bref, c'est mieux de traiter tout le monde, quoi, pour éviter, essayer d'endiguer l'épidémie, quoi. Pour proposer un dépistage adapté à tout le monde. Et si jamais on a trouvé, par exemple, vous avez un patient qui vient et dit je côtoie une partenaire depuis 1 semaine et elle m'a dit qu'elle avait trouvé un chlamydia dans ses dépistages. On a 1 semaine, on a un peu tôt pour les délais des PCR. Donc en fait, on peut faire les dépistages et on va traiter sur les résultats de la partenaire. Parce qu'on est à peu près sûr qu'il y a eu transmission déjà. Alors, là, on voulait vous montrer des petites lésions qu'on voit en pratique courante. J'ai mis attention pour les photos, pour les petites âmes sensibles. Donc là, on a ce qu'on appelle des papules perlées. C'est une variante anatomique chez l'homme qui est assez fréquente, environ 30 à 40%. Donc c'est assez fréquent qu'on voit des patients qui viennent en consultation pour ça. On les reconnaît parce que c'est des petites papules qui sont toutes identiques, souvent sur la couronne prépuciale. Et ce sont des angiofibromes en fait, et ça peut disparaître tout seul. Il n'y a pas forcément de traitement. Il faut rassurer les patients. Voilà. Ensuite, là, je vous ai mis ce qu'on appelle des graines Fordis. C'est des petites, comment on appelle ça, graines sébacées qui sont souvent sur la verge, le corps de la verge, ou alors sur le sillon balbanéo-prépucial. Pareil, c'est une variante anatomique. Il faut rassurer. Pas grand-chose à faire. Là, nous avons un joli kyste épidermique
qui est rempli la plupart du temps de kératine, qui est bénin aussi. On peut proposer un traitement chirurgical si jamais ça gêne le patient. Là, nous avons des molluscum contagiosum. C'est viral, ça fait des petites papules ombiliquées. On peut éventuellement traiter par cryothérapie si ça gêne, mais voilà, c'est bénin aussi, il faut rassurer. Je vous ai mis le bon vieux herpès génital, juste pour dire que dans les livres, on a les jolies vésicules embouquées, etc. Mais que souvent, en fait, on n'a plus le toit des vésicules et qu'on a plutôt l'image de gauche avec des petites ulcérations. C'est juste pour se le remettre en tête. Et la syphilis, alors en fait, ça on voit pas très bien sur le diapo, je pense. Mais à gauche, donc, on a le chancre syphilitique, une lésion ronde, nette, à fond propre, blanc, non douloureux. Mais on voulait vous montrer aussi, en fait, à droite, ce qu'on appelle des condylomata lata, qui sont des signes de syphilis secondaire. Et en fait, on peut facilement confondre avec des condylomes. Et il ne faut pas. Donc ça fait des petites lésions nodulo-papuleuses sur fond de placard érythémateux comme ça. Et c'est bien de l'avoir en tête parce que c'est pas forcément fréquent et il faut penser à la syphilis dans ces cas-là. Et ensuite, donc, nous avons les fameux condylomes qu'on peut traiter par cryothérapie, voilà, qui sont bénins. Donc là, on va parler des différents profils de patients qui peuvent se présenter en consultation. Donc si vous avez une personne qui vient, qui dit je me mets en couple, relation exclusive, et je veux faire un dépistage, l'idée, ça va être de dater le dernier rapport sexuel avant qu'il se soit mis en couple pour chaque partenaire. Donc l'idée, c'est de les recevoir tous les deux. Et donc pareil, toujours le problème des délais, les PCR à faire au bout de 14 jours, le VIH 6 semaines et les hépatites et syphilis 3 mois. S'il y a une exposition ponctuelle, l'idée pareil, ça va être de regarder par rapport au délai pour avoir un test fiable. S'il vient, je me répète peut-être, mais s'il y a une personne qui vient prise de risque, rapport sexuel il y a 6 semaines, c'est très bien, on va pouvoir faire les PCR, le VIH, mais il va falloir lui dire de revenir pour faire les hépatites et la syphilis. Et dans le cas où il y a des expositions répétées, personnes multipartenaires, ou alors changements très réguliers toutes les semaines, là, avoir un test fiable, c'est quasi impossible. Donc, ce qu'on va faire dans ces cas-là, ça va être de lui proposer de venir faire un dépistage tous les 3 mois. Et comme ça, au moins, on est sûr, à un moment donné, de tomber sur quelque chose, s'il y a besoin. Ça, il faut retenir, dépistage tous les 3 mois, c'est les multipartenaires et les hommes homosexuels. Voilà. Et chez ces personnes-là, qui ont des prises de risque assez répétées, on peut leur proposer donc, les vaccins hépatite B, le vaccin hépatite A dont je parlais tout à l'heure, le Gardasil pour le papillomavirus, pourquoi pas le monkeypox et pour la méningite B. Ça, Adrien va en parler juste après. Et pourquoi pas aussi la PrEP, la doxyPEP pour les hommes homosexuels ou les personnes multipartenaires. Voilà. Et donc pour finir cette partie sur les IST, je voulais qu'on reparle d'une méthode de prévention qu'on connaît déjà, mais refaire un peu le point. L'idée, c'est surtout de permettre à la plupart de ceux qui hésitent ou qui se sentent pas à l'aise pour suivre, pour accompagner, ou pour voire même introduire parfois la PrEP, c'est de simplifier au maximum, de dire les points les plus importants. Et puis, je voulais aussi aborder 2 méthodes plus récentes de prévention, enfin donner des chiffres et des études qui ont évalué 2 techniques pour les IST, donc je voulais vous présenter un petit peu ça. Pour la PrEP, donc on dit la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition et on dit la PrEP, mais c'est pour le VIH. Il y a plein de PrEP potentiels. Là, c'est la PrEP du VIH. C'est une bithérapie qui associe 2 inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. Le Truvada, c'était le premier, mais il a été génériqué avec plusieurs génériques. Aujourd'hui, c'est à peu près un coût de 30 000 francs par boîte, donc de 30 comprimés. Et c'est pris en charge. Les indications, alors il y en a beaucoup. En fait, c'est pour toutes les personnes qui sont
à haut risque de rencontrer le VIH. Là, c'est les 3 recommandations fortes selon la HAS, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les personnes transsexuelles qui auraient plus de 2 partenaires sur les 12 derniers mois, les partenaires des personnes vivant avec le VIH qui ne seraient pas indétectables, et les usagers de drogues intraveineuses qui partagent du matériel d'injection. J'ai mis toutes ces situations, c'est les situations selon la HAS qui nécessitent de se poser la question de si un bénéfice à introduire la PrEP ou pas. Et il y a le simple fait d'avoir des rapports non protégés peut se faire poser la question de est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à proposer la PrEP. Il existe 2 schémas de prise. Il n'y a que la prise continue qui est validée, qui est remboursée. Donc on prescrit toujours, même pour les prises discontinues, je vais vous présenter les 2 schémas de prise, mais même pour les prises discontinues, on écrit toujours un comprimé par jour sur l'ordonnance. Pour la prise continue, c'est simple, ça commence en fait toujours, toutes les prises commencent par 2 comprimés. Puis on poursuit un comprimé chaque jour. Et pour la prise continue, pour le schéma du haut, on est protégé à partir du 8e jour. En fait, ce schéma il concerne surtout les risques de contamination vaginaux-réceptifs, parce que pour les autres risques de contamination, on a une protection qui est obtenue 2 heures après la première prise de 2 comprimés. Et donc pour tous les autres risques de contamination, on peut recourir au schéma du dessous. Là, on commence par 2 comprimés, on est protégé 2 heures après. Et également à la prise discontinue qui permet en fait aux personnes qui ont des expositions très espacées dans le temps d'avoir de pas avoir besoin de prendre un traitement sur de longues périodes. Ce schéma discontinu, c'est donc 2 comprimés au moins 2 heures avant l'exposition, puis 2 comprimés après la dernière exposition. S'il n'y a qu'une seule exposition, ça fait au moins 3 jours. Mais elle n'est possible que chez les personnes qui n'ont pas de risque de contamination vagino-réceptif et qui n'ont pas non plus de co-infection à l'hépatite B chronique. Les deux critères qui permettent d'introduire la PrEP, c'est d'avoir une bonne fonction rénale avec une clairance supérieure à 50 ml par minute et de ne pas avoir de sérologie positive pour le VIH. Et le suivi, après, il est très simple. C'est un suivi... en fait, je trouve ça plus simple que de faire un dépistage, de tenir compte des délais, puisque là, on sait qu'il y a des expositions qui sont répétées, qu'on peut louper quelque chose quand on fait le bilan, mais on va le détecter au prochain bilan, du coup. Donc, on a moins de questions à se poser, d'évaluation de s'il faut refaire un test ou pas. C'est plus simple, je trouve, plus routinier. Et bien sûr, à l'initiation de la PrEP, c'est l'occasion de proposer des vaccinations qu'on peut faire pour ces 4 infections, l'hépatite B, l'hépatite A, les papillomavirus, si la personne rentre dans les critères de prise en charge, qu'on va voir après, et puis le monkeypox aussi, qu'on fait à l'espace santé s'il y a besoin. Deuxième technique de prévention, donc ça c'est un peu plus récent, c'est ce qu'on appelle la doxyPEP. PEP, c'est pour prophylaxie post-exposition. Ça consiste en une prise unique de doxycycline, 200 mg, donc 2 comprimés, dans les 24 heures et au maximum dans les 72 heures qui suivent un rapport à risque. Il y a 3 études qui ont évalué l'efficacité de cette prise de doxycycline chez les homosexuels hommes et les femmes trans et qui ont montré une efficacité sur les infections à syphilis et à chlamydia.
et à gonocoque pour 2 de ces 3 études, mais un petit peu moins. J'ai mis les chiffres après. Il y a également une étude qui s'est intéressée à cette doxypep chez les femmes cis au Kenya, qui n'a pas montré d'efficacité, mais avec un doute sur l'observance des participantes. Bon, voilà, plein de chiffres. Pour ceux que ça intéresse, c'est le risque relatif pour chacun des 3 germes dans les différentes études. Donc le chiffre quand il est à 1, c'est que c'est le même risque que dans le groupe contrôle. Quand il est entre 0 et 1, c'est qu'il y a moins de risques, et au-dessus de 1, c'est qu'il y a plus de risques. Donc ça, c'est pour les données d'efficacité. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont évalué l'effet de cette prise de doxycycline répétée sur une longue période sur l'émergence de résistance. Il n'y a pas d'alerte. Il y a une augmentation des hauts niveaux de résistance du gonocoque au tétracycline, mais pas d'augmentation de résistance globale du gonocoque. Pour les 2 germes principaux, la syphilis et chlamydia, qu'on a amené à traiter par doxycycline en première intention pour le chlamydia et en deuxième pour la syphilis, il n'y a pas de plus de résistance en fin d'étude qu'au début de l'étude. Pour les germes commensaux non plus, il y a des modélisations qui supposent qu'il puisse y avoir des résistances, mais qui sont de faible niveau de preuve. Donc la HAS, j'ai mis une diapo après, recommande si on y recourt, d'avoir une vigilance particulière pour l'émergence de résistance à tous ces germes. Et pour la tolérance, pas d'alerte non plus particulière en dehors d'une potentielle sensibilisation du fait de prendre la doxycycline en prise courte mais répétée, et donc peut-être d'augmenter le risque d'érythème pigmenté fixe. Pour les prises prolongées, c'est le même profil de tolérance que pour les prises courtes. L'impact principal de ces infections, à chlamydia, à gonocoque et à syphilis, c'est les 3 germes qui sont concernés par la doxypep, il est principalement porté par les femmes, avec les troubles de la fertilité et les syphilis congénitales, et malheureusement c'est dans ce groupe-là qu'on n'a pas encore de données d'efficacité. C'est la raison pour laquelle la HAS, pour le moment, ne recommande pas d'utiliser cette doxypep systématiquement, mais elle suggère qu'on puisse l'utiliser au cas par cas en fonction des personnes les plus exposées, avec des critères. Le critère principal, c'est d'avoir plusieurs partenaires sur les 12 derniers mois et d'avoir eu au moins 2 antécédents d'infection bactérienne à chlamydia, à gonocoque ou à syphilis au cours des 12 derniers mois. Et elle précise qu'en cas de recours à la doxypep, de prescription de doxypep, il faut bien expliquer les modalités de prise. Il faut bien sûr y associer les autres techniques de prévention, le dépistage, l'utilisation du préservatif, et de traiter correctement lorsqu'il y a des tests positifs. Il recommande aussi de faire un contrôle d'éradication après traitement. Il faut y arriver. Après, c'est difficile de dire si c'est un échec ou si c'est une recontamination, puisque par définition, c'est proposé aux personnes qui sont régulièrement exposées. Mais bon. Elle suggère aussi de faire plus d'études pour évaluer l'efficacité de cette doxypep dans d'autres populations et voir à qui ça pourrait être proposé. Et puis la dernière méthode de prévention dont je voulais vous parler, c'était le vaccin contre le méningocoque de B, qui a une protection, qui confère une protection de l'ordre de 30% contre les infections à gonocoque. Donc c'est bien. Par contre, elle serait assez courte, de quelques années, 3 à 5 ans, et elle n'empêche pas le portage du méningocoque, donc potentiellement pas non plus celui du gonocoque. Il y a une campagne de vaccination au Royaume-Uni qui a débuté là, où ils proposent de vacciner à grande échelle. Ce serait intéressant de voir ce que ça donne dans les mois à venir. Oui, si ça marche.
Donc bonsoir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Beaumatin, donc je suis sage-femme et je suis responsable donc, du programme de prévention des cancers féminins à l'Agence sanitaire et sociale. Donc on dit bien Agence sanitaire et sociale, ce n'est pas une association. C'est complètement différent de l'association médicale de Nouvelle-Calédonie et c'est également différent de la DAS parce qu'on nous confond souvent avec la DAS. Donc nous ne sommes pas la direction des affaires sanitaires et sociales. Voilà. Donc pour ma partie, on va aborder un certain nombre de choses. Donc ce joli petit virus qui a été coloré, c'est le virus de l'HPV que je trouvais très, très joli. Plus joli en photo d'ailleurs que dans le corps. Alors, c'est pas un rouleau. Voilà. Je ne sais pas si certains ont pu voir les interventions antérieures qui ont eu lieu sur les HPV. En fait, j'ai regardé un petit peu ce qui avait été fait pour éviter de refaire. Donc, j'ai essayé d'aborder ça sous un angle un petit peu différent. Donc, il y a déjà eu des soirées qui ont eu lieu, qui ont été faites. Donc, Viviane Roche, qui est une de nos consoeurs, qui était sur le poste que j'occupe présentement, avait fait un beau topo sur la vaccination anti-HPV. Le docteur Damiens, qui est l'anatomopathologiste du MedCity, qui avait fait également un topo il y a quelques années. Et alors, je ne me souvenais plus, en tout cas je sais que c'est pas à l'association médicale, il y avait, je crois que c'est le professeur Descamps, je ne sais pas si vous y étiez là, oui, ça vous parle, voilà. C'était au mois de septembre 2023 et qui était très passionnant, vraiment, je vous invite, si vous arrivez à retrouver, parce que moi je n'ai pas réussi, mais c'était vraiment une soirée très très intéressante sur la vaccination anti-HPV. Pour revoir du coup ces vidéos, sauf celles dont je n'arrive pas à retrouver l'origine, vous pouvez aller donc sur le... Je fais un peu de la pub en même temps pour, pour le YouTube de l'association. Voilà. Et si vous avez des questions, sachez que le site de l'agence sanitaire, qui s'appelle pas agence sanitaire, me demandez pas pourquoi, qui s'appelle Santé pour tous, vous avez une rubrique particulière où vous pouvez renvoyer bien évidemment vos patientes et également une rubrique professionnelle de santé où vous avez un grand nombre d'informations. Voilà. Donc ce soir, on va aborder quelques généralités sur le papillomavirus. On va voir ensuite comment lutter contre les HPV sur le terrain, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse réellement. Et ensuite, la fameuse évolution du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Donc commençons par les généralités. Donc le papillomavirus, en réalité, il y en a plusieurs. Il y en a deux types, atropisme variable. Il y en a qui vont adorer la peau, donc ça va nous donner les fameuses verrues plantaires, par exemple. Et il y en a d'autres qui vont adorer les muqueuses. Et parmi ces virus, il va y avoir ceux qui sont dits à bas risque oncogène, donc ça va donner les verrues génitales qu'on appelle les condylomes. Et il va y en avoir d'autres qui vont être à haut risque oncogène, ce sont ceux, les méchants, qu'on n'aime pas du tout, qui, eux, vont donner des lésions précancéreuses puis cancéreuses du col de l'utérus, mais également de la vulve, de l'anus, du pénis et des voies aérodigestives supérieures. Donc on voit bien que ça ne concerne pas que les femmes, mais ça concerne les femmes et les hommes. Les modes de transmission, j'ai fait un petit rappel en disant que ça ne se transmet pas par le sang, mais vraiment de façon localisée, donc par un contact peau à peau, par une auto-inoculation, c'est tout à fait bien évidemment possible, par les objets, notamment les rasoirs et les serviettes. Il y a quand même une durée de vie hors du corps, alors j'ai mis plusieurs jours, parce que les études ne sont pas toutes d'accord, ça peut monter jusqu'à 7 à 8 jours quand même, ce que je trouve assez important. Et j'ai mis en gros le matériel médical, alors je pense, bien évidemment, je suis sage-femme, et en plus, depuis très peu de temps, j'ai mon diplôme d'échographiste, donc je pense aux sondes que l'on utilise. Il faut vraiment faire très attention à ça. Et je fais également un petit hors-sujet, on va dire, par rapport aux objets. On en parlait l'autre jour. Si vous avez des patientes, parce que c'est la mode du laser pour l'épilation, alors pas par rapport à l'HPV, mais si vous avez des patientes qui vous disent, bon voilà, moi je fais de l'épilation laser, pensez systématiquement à leur demander si elles ont des antécédents d'herpès, parce que le laser peut faire flamber l'herpès. Donc ça, c'est vraiment très important. Et les femmes, souvent, elles n'osent pas trop le dire. Donc si vous le savez, pensez à leur prescrire un petit peu de valacyclovir, un petit peu en amont, on va dire 48 heures avant. Voilà, c'était la petite aparté sur l'herpès. Concernant, du coup, revenons à nos moutons, sur le papillomavirus, donc ça se transmet bien évidemment par voie sexuelle, au niveau donc génital, que ce soit anal, urogénital, et ce même sans pénétration, donc ça c'est aussi très important. Et également avec une transmission verticale à l'accouchement, avec un risque de papillomatose laryngée juvénile, qui se traduit en fait par
impact au niveau des cordes vocales. J'ai fait un petit exemple ici sur les rapports sexuels et l'infection au niveau du col de l'utérus. Donc au niveau, je pense que vous vous rappelez, au niveau donc du col de l'utérus, on a toujours cette zone de jonction entre endocol et exocol, avec des cellules qui sont complètement différentes. On a des cellules qui sont pavimenteuses à l'intérieur, et on va dire à l'extérieur, elles sont plutôt glandulaires. Donc cette zone de transition, ce qu'on appelle donc la zone de métaplasie, c'est une zone qui est extrêmement fragile. Lors des rapports sexuels, il va y avoir des microtraumatismes très fréquents au niveau justement de cette zone. Ça va créer des brèches, et donc les HPV, ils sont malins et ils vont aller à cet endroit-là. Rappelons quand même que 95% des cancers du col de l'utérus sont HPV induits, donc ce n'est pas héréditaire la plupart du temps, contrairement à ce que pensent de nombreuses patientes. Et 80% de la population est infectée au cours de la vie, donc c'est énorme. Au niveau de l'évolution du virus, elle est extrêmement lente. Donc là, je vous ai mis pareil, je parle essentiellement du cancer du col de l'utérus. Par contre, c'est assez proche pour les autres organes de ce que j'ai pu constater au niveau des études. Donc on a quand même une phase de clairance de 1 à 2 ans avec une élimination dans 90% des cas. Donc ça, c'est quand même chouette. Par contre, il existe une persistance dans 10% des cas. Et donc ça va bien évidemment évoluer dans un premier temps par des lésions précancéreuses. Ça va mettre entre 2 et 5 ans. Puis ensuite vers des lésions cancéreuses qui va aller jusqu'à 15 à 20 ans. Donc en fait, c'est pas nous pouvons agir, oui on peut agir, mais on doit surtout agir parce que c'est notre métier déjà bien sûr, et également parce que on a largement le temps quoi. Alors, les cofacteurs de la carcinogénèse et les facteurs de persistance de l'infection HPV, donc là je parle que du col de l'utérus, pour ma part je trouve ça très intéressant, j'adore la physiopathe, je trouve que c'est vraiment intéressant de comprendre. Donc bien évidemment l'immunodépression, ça paraît assez évident, le corps s'il est immunodéprimé, il n'a pas cette capacité-là à éliminer le virus. Les rapports sexuels à un âge précoce, on va augmenter la durée cumulée d'exposition, on a une multiplicité des partenaires et on augmente notre risque d'IST, puisque quand on a d'autres IST, on est plus à risque d'avoir également l'HPV. La multiplicité du coup des partenaires, on augmente le risque d'avoir une IST. Le tabagisme, ça diminue la réponse immunitaire et ça entraîne une inflammation qui n'aide en rien le système immunitaire. On a également la multiparité, puisque la grossesse va entraîner une immunodépression transitoire. Et au moment de l'accouchement, on va avoir des microtraumatismes au niveau du col de l'utérus avec une très grande inflammation. Alors, il va y avoir une régénération cellulaire qui va être un petit peu plus lente. Et donc, on va avoir quand même une destruction des mauvaises cellules, mais elle va être ralentie avec l'apparition de nouvelles cellules. Et comme elles sont toutes fraîches, ces nouvelles cellules, elles sont extrêmement vulnérables. Les ectropions, donc les cellules de l'endocol, un petit rappel, se retrouvent à l'extérieur du col. Elles sont donc exposées aux IST. Ça provoque une inflammation, ça ralentit le système immunitaire, ça augmente la persistance du virus dans le corps. La contraception hormonale, elle diminue l'immunité locale, elle augmente également la surface métaplasique, ça je trouve ça quand même assez dingue, et elle modifie le mucus qui à la base permet de défendre cette zone du corps, et ça augmente également la vascularisation au niveau du col. Le surpoids et l'obésité, donc ça nous concerne quand même en Nouvelle-Calédonie, puisque ça crée une inflammation générale avec une dysrégulation hormonale, et souvent ça va vers un diabète, et le diabète mal équilibré, ça entraîne inévitablement une inflammation et une diminution de la réponse immunitaire. Ce que je disais plus haut, donc les co-infections à d'autres IST, puisque une IST augmente le risque de transmettre une autre IST, soit du fait des lésions qui deviennent une porte d'entrée. Si vous avez par exemple de l'herpès, vous avez des lésions, donc forcément ce sont des petits traumatismes externes, les virus vont plus facilement pouvoir rentrer, et soit du fait de l'inflammation. On a l'exemple type avec les CD4 et les cellules dendritiques dans le cadre du VIH. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment finalement sur le terrain, concrètement, maintenant qu'on a revu tout ça, c'est comment sur le terrain on peut lutter et on peut aider nos patientes. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut utiliser les préservatifs ? Eh bien, la réponse, elle est non, parce que le préservatif, il ne protège pas à 100%. Vous pouvez mettre le préservatif tout le temps, il y aura quand même un risque de passage du papillomavirus. Donc la question qu'on se pose, c'est comment on fait ? Alors, je vous l'ai scindé en essayant de réfléchir à la logique sur le terrain. Donc, avant l'infection, c'est-à-dire avant qu'il y ait eu le moindre rapport sexuel. Éducation sexuelle plus et sensibilisation. Il faut vraiment promouvoir la consultation avant les premiers rapports sexuels et essayer de démocratiser un petit peu ça.
Il y a bien évidemment la vaccination avec le garde-asile chez les deux sexes. Pour rappel, la vaccination, c'est chez les 9-14 ans, avec un rattrapage possible jusqu'à 19 ans chez les deux sexes en Nouvelle-Calédonie, et un rattrapage jusqu'à 26 ans chez l'homme, encore chez nous. Mais par contre, c'est chez les deux sexes depuis le 13 mai. La date n'est pas... Voilà. Hein, depuis le 13 mai 2025. Et, petit rappel, l'Agence sanitaire et sociale organise des vaccinations gratuites dans les collèges. Donc, si vous avez par exemple en consultation une famille qui n'a pas les moyens d'avancer, par exemple, eh ben, n'hésitez pas, en fonction de l'âge de l'enfant, de dire vous savez madame ou vous savez monsieur, pour votre enfant, il est tout à fait possible d'avoir une vaccination gratuite en classe de 5e. Et donc on a une page de notre site internet qui est complètement dédiée à ce sujet-là et que l'on a mise à jour au mois de mars. Et bien évidemment le préservatif quand même, parce que ça c'est pas une barrière complète, mais ça reste quand même une barrière. Pour rappel, ça c'est la petite subtilité, mais je pense que dans les années à venir, ça va quand même évoluer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début, je vous ai dit on peut avoir des cancers, notamment du pénis, et également de la sphère ORL. Les études, elles le montrent, c'est clair. Par contre, il faut faire attention parce que le garde-asile n'a pas l'AMM pour ces deux types de cancers. Mais je pense que ça ne serait tardé. Et autre petite chose, en cas de retard entre les doses, il est inutile de tout recommencer. C'est ce qui était préconisé jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été revu au goût du jour. Les nouvelles recommandations, en cas de retard, vous reprenez là où ça s'est arrêté et vous ne recommencez pas entièrement le schéma. Maintenant, on a une potentielle infection parce que notre patient ou notre patiente arrive après le premier rapport sexuel. Toujours l'éducation sexuelle et la sensibilisation autour des premiers rapports. Il n'est jamais trop tard pour faire de l'éducation à la santé sexuelle. Toujours la vaccination. Alors là, je rejoins du coup le fameux professeur qui nous avait fait cette soirée qui était géniale, qui disait que pour lui, on devrait tous se faire vacciner, qu'importe votre âge, en fait. Voilà. Et j'avoue que je partage complètement son point de vue. Voilà. Donc après, malheureusement, ça sera un peu une médecine, j'ai envie de dire, à deux vitesses, puisqu'il y aura ceux qui pourront se le permettre au-delà de 26 ans chez les hommes, 19 ans chez les femmes, et ceux qui ne le pourront pas, malheureusement. Sachant qu'on a essayé de faire un petit peu de forcing dernièrement, mais ça passe pas. Le préservatif toujours, et le fameux dépistage du cancer du col de l'utérus. Le dépistage qui peut être soit individuel, soit organisé, on y reviendra juste après. Alors, justement, la différence entre le dépistage individuel et le dépistage organisé, je pense que c'est vraiment très important de bien poser les bases, parce qu'on reçoit souvent des appels de professionnels qui ne voient vraiment pas le distinguo. Alors, le dépistage organisé, c'est pour toutes les femmes qui sont âgées, alors là j'avais mis 20 ans, mais c'est 25 ans maintenant, sans antécédents personnels de lésions cervicales précancéreuses ou cancéreuses, alors que le dépistage individuel, ce sont pour les jeunes femmes victimes de violences sexuelles, donc avant l'âge de 25 ans, mais également lorsqu'il y a un suivi qui est personnalisé, c'est-à-dire des femmes qui ont déjà présenté des lésions que vous avez déjà traitées. Par exemple, s'il y a déjà eu une conisation, cette femme-là ne rentre plus dans le dépistage organisé. C'est terminé, elle n'aura que du dépistage individuel. Lorsque l'infection et ou les lésions, elles ont été détectées, ça y est, vous vous rendez compte que votre patiente, elle est porteuse, par exemple, par le biais du dépistage, qui sont individuels organisés. On refait de l'éducation sexuelle et de la sensibilisation, mais cette fois-ci aux facteurs de persistance et aux cofacteurs de carcinogénèse. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Le tabac, le surpoids, l'obésité, les autres IST, la multiplicité des partenaires, le mode de contraception et également la contagiosité. Il faut penser à dire à vos patientes, écoutez, voilà, donc vous avez fait tout le topo sur l'HPV qui a été découvert. Pour votre partenaire, il faut faire attention à ne pas le contaminer. Ne partagez pas vos serviettes, ne partagez pas votre rasoir. Ça, ce sont des petites choses que vous pouvez dire. C'est très rapide. Et ça change tout quand même. La vaccination, du coup, à discuter et un suivi personnalisé suivant les recommandations de l'INCA et de l'HAS. Et vous avez les armes décisionnelles qui sont sur notre site. Du coup, on passe à la dernière partie qui, je pense, intéresse plus de personnes, sur l'évolution du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, donc en Nouvelle-Calédonie.
à la base, je vous avais mis les recommandations HAS 2019 en premier, puis la réorganisation des dépistages organisés des cancers féminins, mais je vais faire l'inverse. Donc pour la réorganisation des dépistages organisés des cancers féminins, je ne sais pas si vous avez suivi, mais nous entamons au niveau du programme un énorme projet donc, de dématérialisation, c'est-à-dire que toutes ces feuilles papier, tout ça, là, ça n'existera plus. C'est un énorme boulot et on remercie encore tous les professionnels de santé qui ont répondu présents aux soirées d'échange sur cette thématique-là. Le cahier des charges, il est fini, ça y est. On va faire un appel d'offres pour pouvoir lancer justement ce nouveau mode de dépistage qui sera beaucoup plus adapté au territoire. Cependant, c'est pas maintenant tout de suite parce qu'il y a l'appel d'offres, le temps ensuite que la personne soit recrutée, qu'on lui explique bien tout le projet, qu'elle le mette en œuvre parce qu'il va falloir créer un logiciel qui sera commun à l'ensemble des professionnels de santé du territoire. Donc ça, c'est vraiment un énorme projet et qui sera vraiment chouette sur le terrain. Mais en attendant, il faut bien qu'on fasse quelque chose, surtout que eh bien, nous avons le nouvel arrêté sur les nouvelles recommandations, l'application des recommandations de l'HAS 2019. Donc, quand vont-elles débuter ? En réalité, depuis le 29 juillet, puisque la délibération est passée le 28 avril. Alors certains se sont dit chouette, mais non, quand il y a une délibération, il faut qu'il y ait un arrêté d'application, sinon c'est pas encore applicable. Donc l'arrêté d'application, il est passé mardi dernier, le 29 juillet. Qu'est-ce qu'il dit concrètement ? Il dit qu'il faut débuter le dépistage à partir de 25 ans pour laisser la chance au corps de mettre en place ce mécanisme de clairance et de limiter les actes médicaux inutiles, puisque plus on intervient, plus il peut y avoir des séquelles pour la patiente, avec notamment des fausses couches, un col qui est beaucoup moins efficace et plein d'autres explications. Il y aura des modalités qui seront ajustées selon l'âge. Alors c'est des notions de sensibilité et de spécificité qui ont amené à cette décision-là. Chez les femmes qui ont entre 25 et 29 ans, on continue comme ce qui était fait actuellement, c'est-à-dire on fait du frottis. Pour retenir, c'est la même chose que maintenant. Par contre, à partir de 30 ans jusqu'à 65 ans, ça sera un test HPV, mais cette fois-ci tous les 5 ans. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été déposé par l'Agence sanitaire et sociale, mais c'est ce qui est sorti sur l'arrêté. Nous avions demandé à ce que les examens complémentaires soient pris en charge. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce qui veut donc dire que si vous avez une patiente, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les recos, une patiente qui a un frottis qui est suspect, vous allez devoir prescrire, théoriquement, à partir de ces recommandations, un test HPV. Ce test HPV ne sera pas pris en charge par le FACSP. Également, chez les femmes de 30 à 65 ans, vous faites un test HPV, votre test HPV est positif, il va falloir donc faire un frottis. Ce frottis ne sera pas pris en charge par le FACSP. Les raisons de cela, je ne peux pas vous les donner puisque je ne les ai moi-même pas. La seule chose que l'on se dit, pour essayer de se consoler, c'est qu'au vu de la situation critique du pays, nous avons déjà de la chance qu'il existe encore cette petite tirelire qu'on appelle le FACSP, donc le Fonds autonome de compensation en santé publique, qui est financé en partie par l'Agence sanitaire et sociale, par la CAFAT, par les provinces, etc. Et qui permet de proposer des examens gratuitement aux femmes et bien d'autres choses. Voilà. Donc voilà, ce qui a réellement changé, c'est qu'on passe à 25 ans et que ensuite c'est un test HPV et ça sera tous les 5 ans. Alors, je pense que vous avez dû recevoir le mail que j'ai envoyé hier. Je pensais pouvoir vous apporter de bonnes nouvelles aujourd'hui et envoyer dans la foulée un mail, mais malheureusement non. Ces nouvelles feuilles, je pensais qu'elles allaient pouvoir être disponibles ce soir. Malheureusement, elles ne le sont pas encore. Dès qu'elles le seront, bien évidemment, vous serez tenus informés. Je vais vous expliquer tout ça. Pour le maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait vu que les nouvelles recos, elles sont en application? Vous utilisez les feuilles que vous avez actuellement, vous continuez d'utiliser les étiquettes. Et par contre, il va vous être demandé une seule chose, et vraiment c'est très très important pour les laboratoires. Sans ça, les laboratoires pourront refuser vos prélèvements. Donc vraiment faites ça, ça prend vraiment pas longtemps. C'est-à-dire, je vais juste passer. Alors ça c'est la nouvelle, mais vous voyez comment c'est fait. Ici c'est le volet préleveur. Il faut impérativement que vous marquiez l'âge de la patiente et le test. Par exemple, vous marquez 28 ans frottis ou 45 ans test HPV. Vous avez juste à noter ça. Et le laboratoire ici marquera, si par exemple il y a un test, il marquera test positif, test HPV positif ou test HPV négatif. Donc ça, il faut vraiment que vous le fassiez en attendant qu'il y ait ces nouvelles feuilles.
Donc cette nouvelle feuille, elle est modifiée sur la partie basse. Donc la première partie, là, c'est ce qui est adressé à la patiente, c'est blanc, mais en réalité, c'est toute l'invitation. Bonjour madame, vous êtes conviée, blablabla. En bas, il y aura donc deux parties qui seront détachables. La première partie qui est en bas, ça sera pour le préleveur, et celle qui est au-dessus, ça sera pour le laboratoire. Et donc ces éléments-là devront impérativement être enlevés. Ça sera prédécoupé, hein, vous n'aurez plus qu'à l'enlever. Et il faudra la joindre à la fiche de soins, qui est une feuille de soins, pardon, qui a été créée par la CAFAT, spécialement pour le dépistage organisé. C'est une nouvelle couleur qui est donc une couleur orange, pour pouvoir être remboursé. Tout simplement, enfin pour vous soyez tout du moins payé, dirons-nous. Alors j'ai entendu certaines choses, notamment oui, mais nous on préfère les étiquettes, nanana. Bon, je peux comprendre. Je peux tout à fait comprendre et on a essayé de les maintenir. Il faut que vous sachiez quand même quelque chose, c'est que ces étiquettes, ça coûte extrêmement cher. Pourquoi ? Parce qu'elles viennent de France. Il n'y a personne sur le territoire qui est capable de faire ça. Voilà. Donc maintenant que ça c'est posé, qu'on connaît le contexte actuel que l'on est en train de traverser, il est impensable, on parle en millions, hein, il est impensable de générer un coût supplémentaire. De toute façon, on n'a pas l'argent pour. J'ai regardé, hein, on ne l'a pas. Donc on ne pouvait pas faire ça. Donc il fallait trouver une solution alternative, donc sans étiquette, avec les contraintes également de la CAFAT. C'est-à-dire que la CAFAT, elle dit oui, vous êtes bien mignon, mais nous, il faut qu'on vérifie quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il faut vous vérifier. Donc, ils se sont dit, bon, de toute façon, nous, on a besoin de visuels. Ça nous embêtait déjà de base, on va dire, les autres feuilles de soins, parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, à comment dire, il faut que visuellement, c'est un petit peu comme le tableau que tu as montré tout à l'heure, il faut que ce soit vraiment instinctif. Et donc, ils se sont dit, bon, bah, ok, on est d'accord avec vous, on peut créer une nouvelle fiche de soins. À terme, cette fiche de soins, elle sera complètement dématérialisée. Je vous rappelle que c'est quelque chose qui est temporaire, puisqu'ensuite, il y aura la dématérialisation complète. C'est-à-dire que notre projet, cette feuille-là, elle va être sur la plateforme que l'on va vous créer. Vous allez cliquer sur un bouton et la feuille de soins, elle sera déjà pré-remplie. Et vous aurez plus qu'à... Normalement, elle est soit censée s'envoyer toute seule, on est encore en train de travailler dessus, ou soit vous devrez l'imprimer et l'envoyer. Donc, c'est vraiment, il faut penser, c'est vraiment très important de penser que c'est quelque chose qui est, vraiment ponctuel, 2, dans un contexte qui est extrêmement compliqué au niveau économique, au niveau du pays, et où on a essayé de trouver une solution qui soit compatible avec le mode d'exercice de tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'on est une chaîne. C'est-à-dire que nous, on a souvent tendance à voir notre petit prisme quand on est dans notre cabinet ou à l'hôpital, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une chaîne derrière et que nous, notre rôle, c'était justement de prendre en considération l'ensemble des prismes et de trouver une solution qui soit la plus adaptée possible, même si elle n'est pas parfaite. Voilà. Il y aura toujours des gens qui seront contents, des gens qui ne sont pas contents. C'est toujours comme ça. Voilà. Voilà pour cela. Et oui, et puis ça j'avais mis un petit pour le projet de dématérialisation, mais du coup je vous en ai déjà parlé. Voilà. Merci. Ici, ce soir. Ok. Donc rebonsoir. Je vais y parler ici ce soir en fait au nom de l'association Prisme, qui est la fusion de Solidarité Sida NC et du CP2S. Donc il y a quelques mois que ça s'est passé. Je vous laisserai à disposition la petite carte qui est notre passe, où il y a les adresses utiles dans le domaine de la santé sexuelle, affective et relationnelle. D'accord ? Donc n'hésitez pas, il y en a plusieurs. Alors, l'idée ce soir, c'est de vous parler de cette thématique que certains d'entre vous ont déjà entendue il y a quelques années, mais qu'il s'agit aussi de renouveler et de rafraîchir. Ok. Donc, pour ouvrir le dialogue sur le thème de la sexualité, le premier message, c'est qu'il n'est pas besoin d'être sexologue. En fait, de nombreux problèmes liés à la sexualité relèvent d'un déficit d'information ou d'éducation ou liés aux relations. Donc, s'intéresser à la santé sexuelle des personnes permet de les considérer dans leur environnement socio-culturel, éducatif et relationnel. C'est dans un objectif de bien-être et de bonne santé de nos patients. L'écoute est elle-même un acte et permet d'identifier les problèmes que vivent nos patients. Et puis en Nouvelle-Calédonie, comme vous avez pu le voir, détient le record de contamination par les IST. Et il y a encore trop de nombreuses grossesses non désirées et des violences intrafamiliales et sexuelles. Et puis désormais, nous avons des addicts aux écrans, au porno
et il y a aussi le chemsex. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup de couples qui se forment et d'autres qui se séparent et des relations extra-conjugales assez nombreuses. Donc pour tout cela, en parler, c'est en fait recommandé au moins une fois par an avec chacun de nos patients pour un accompagnement plus global. Alors notre but ici, parce que vous êtes des interlocuteurs privilégiés des personnes et des familles, parce que le bien-être global, mental, affectif, relationnel et sexuel est un facteur de bonne santé, c'est de vous donner les outils pour aborder en pratique médicale la santé sexuelle et ses composantes affectives, relationnelles et sexuelles. Alors les objectifs, je viens de vous évoquer les buts, c'est permettre d'aborder plus facilement avec les questions sur la sexualité, c'est intégrer la santé sexuelle dans le parcours de soins de vos patients, c'est aborder la sexualité avec son patient avec une communication adaptée, c'est améliorer la compétence professionnelle dans la prise en charge des situations et des pathologies affectant la santé sexuelle, je parle des âges, du vieillissement, des pathologies chroniques, des traitements, des cancers. Prendre conscience du rôle de prévention du professionnel de santé quant à la santé sexuelle et identifier l'existence de probabilités de mal-être ou de violence sexuelle sur certains signes et agir en conséquence. Alors, la santé, parlons-en. C'est un aspect central de la personne et de la vie. C'est un continuum dans la vie. C'est un apprentissage tout au long de la vie. C'est source de divers plaisirs découverts et à partager. Cela nécessite un ajustement régulier pour soi et au sein du couple. Tout ne va pas de soi. Et elle retentit sur le bien-être parce qu'une sexualité épanouie, active ou absente, pratiquée seule ou partagée, est associée à une meilleure qualité de vie et une meilleure santé. Les dysfonctions sexuelles peuvent être source de mal-être et les mésententes conjugales peuvent être source de frustration, de conflits, de colère et même de violence. On le voit bien en Nouvelle-Calédonie. La place de la sexualité dans notre société. Comme vous le savez, l'évolution en fait de nos sociétés fait que la sexualité a un objectif de plaisir et non plus qu'un objectif reproductif. Et donc cette sexualité dans notre société, elle est omniprésente. On le trouve dans les réseaux, dans les films, dans les différents médias, dans les échanges entre amis, dans les insultes. On le trouve depuis les années 2000, on voit le développement d'Internet et on le trouve sur les smartphones, les explosions de la numérisation de la sexualité. Et la sexualité y est caricaturée et mal représentée, et cela est source d'idées fausses et de mauvaises influences. Donc le travail est grand. Dans le domaine de la sexualité, donc les idées fausses, comme je viens de dire, sont nombreuses et négatives, et elles sont issues, comme on l'a dit, des médias, mais aussi issues de l'éducation, des pères et des cultures. Comme par exemple, il est dit, pas besoin de dialogue ou de consentement quand on est en relation ou en couple. C'est faux, bien entendu. Face à un trouble de l'érection, l'homme pourra se dire « je ne suis plus un homme » et elle de se dire « mais il bande plus, en fait il ne m'aime plus ». Elle ne veut pas faire l'amour avec moi, se dit-il, elle a un amant. Et l'homme doit toujours bander, est une croyance qui crée une angoisse de performance chez les hommes et un échec attendu. Et puis les pensées limitantes, pas de sexualité sans pénétration, se dit-il. Et puis, l'homme fait jouir sa partenaire, se dit-elle. La sexualité, c'est tabou, c'est ça. L'érection est le propre de l'homme toute la vie. Eh bien non, avec l'âge et l'émotion, les érections défaillent et nécessitent un calibrage. Alors les obstacles à en parler. Donc la sexualité reste tabou, même si vous savez qu'elle nous entoure et qu'elle est partout. Il y a un manque de connaissances dans ce domaine qui est crucial, les croyances morales de chacun d'entre nous. Et puis les contraintes comme le temps, le manque de formation. Puis l'impression que la santé sexuelle n'est pas importante pour les patients. L'impression que cela ne relève pas du domaine médical et sanitaire. L'impression qu'il y a une zone d'intimité à ne pas franchir. Et puis les jeunes médecins se disent plus à l'aise pour en parler. Mais en réalité, les études montrent qu'ils ne l'abordent pas plus. Et les croyances que selon les cultures, on en parle plus difficilement. Et puis il y a les peurs. Peur que cela prenne du temps. Peur de ne pas savoir que répondre, et peur de l'érotisation de la relation en soi.
Les difficultés à en parler, alors les professionnels, eux, ne se sentent pas légitimes à aborder la sexualité. Donc ils pensent que c'est du domaine privé, peur d'être intrusif. Ils ne savent pas comment faire pour poser la question. Ils ne se sentent pas assez informés, ni formés dans ce domaine. Et ils renvoient à leur propre représentation de la sexualité. En miroir, les patients, eux, préféraient que ce soit les professionnels qui en parlent. Et ils n'osent pas aborder leurs problématiques avec les soignants, car en fait, ils ne sentent pas d'ouverture. Les patients pensent que leurs professionnels de santé ne sont pas là, sinon ils en parleraient. Pourtant, il y a une demande qui est grandissante, et le premier critère, ce serait d'observer que les IPDE5 sont la première vente sur Internet. Et puis les magazines et les réseaux exposent de nombreux articles sur la sexualité, sur ce que nous devrions avoir et sur ce que nous devrions faire. Alors, pourquoi en parler, se sentir légitime? Alors, le premier point, c'est que, je l'ai déjà évoqué, mais je renfonce l'idée, c'est que la santé sexuelle fait partie de la santé globale, comme le bien-être. Donc, la sexualité a de satisfaction et d'épanouissement. À l'inverse, elle peut être effectivement source de violence intrafamiliale et source de discrimination. Donc, ce sont des sources de souffrance difficiles à exprimer. La santé sexuelle, englobe l'identité, les rôles sexués, l'orientation sexuelle, l'intimité, l'érotisme, la procréation et les prises de risques sexuels. Et les recommandations de bonne pratique exigent que chaque patient bénéficie d'une évaluation des prises de risques sexuels, de la violence et un dépistage des IST régulièrement, et que la sexualité soit abordée toujours dans cet objectif sanitaire et de bien-être. Le deuxième point, c'est que la sexualité est un élément central de la personne. Un tiers des couples se séparent à cause de troubles sexuels, ce qui n'est pas des moindres. Les obstacles à ce bien-être sont parfois l'éducation, les expériences violentes, la médiatisation de la sexualité et les informations sur Internet et autres sources, qui sont sources d'idées fausses, comme je disais tout à l'heure, et d'angoisse pour tous. Et puis les dysfonctions sexuelles, qui sont à l'origine du mal-être, avec des retentissements donc, physiques, psychiques, sociaux, sur les individus et sur le couple et sur la famille. Et les dysfonctions sexuelles qui accompagnent les pathologies, en fait, peuvent être des signes de gravité des maladies cardiovasculaires et du diabète, ou peut-être un signe sentinelle comme la dysfonction érectile qui peut précéder de plusieurs années la survenue d'accidents cardiovasculaires tels que des infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. Ça, c'est une étude qui date de 2008 et qui a été confirmée de multiples fois depuis. Le troisième point, c'est la fréquence de ces dysfonctions. Et dans le cas de pathologie, et donc les dysfonctions sexuelles sont 2 à 7 fois plus fréquentes en cas de maladie chronique. Alors vous avez l'exemple du cancer avec le cancer du sein où c'est 78% de dysfonction sexuelle. En cas de cancer de la prostate, ça passe selon les études entre 30 et 100% de dysfonction sexuelle. Pour le diabète, on peut monter jusqu'à 84% chez les femmes, jusqu'à 55% chez les hommes. Et puis vous voyez toutes les autres pathologies, l'endométriose, les maladies dermato, les maladies neurologiques, digestives, les maladies douloureuses. Donc vous voyez qu'en fait il y a plein de bonnes raisons d'évoquer la sexualité quand on prend en charge les patients en situation chronique. Et puis la fréquence des problématiques, selon l'âge, selon le sexe. Chez les femmes, elles souffrent pour beaucoup de dyspareunie, de troubles du désir, de troubles de l'orgasme, de troubles de la lubrification, des troubles de l'image de soi, suite notamment à la survenue de la ménopause ou à une chirurgie. Les hommes, de leur côté, souffrent de baisse du désir, de dysfonction érectile, qui, comme vous le voyez ici dans ces chiffres, montent avec l'âge. Quand on arrive entre 60 et 69 ans, il y a 20 à 40% de dysfonction érectile. Et au-delà de 70 ans, ça peut monter jusqu'à 75%. Et puis, un bilan de santé en cas de dysfonction érectile peut être l'occasion, comme je le disais tout à l'heure, de débusquer un problème cardiovasculaire ou un adénome de la prostate, ou pire. Donc c'est un acte de prévention primaire. Et puis il y a les éjaculations prématurées dont souffrent les hommes à raison de 1 homme sur 20, soit 5% des hommes tout de même. Et puis après, il y a les troubles de l'éjaculation suite aux prostatectomies. Les bénéfices à en parler.
Donc je vous parlais tout à l'heure de la santé affective, sexuelle et relationnelle. Donc ça permet d'évaluer la qualité de vie sexuelle dans la qualité de vie en général, que la relation nourrit le soi et le couple. Ça permet d'évaluer la relation à l'autre. La relation, en fait, est un calmant naturel. La satisfaction personnelle et l'estime de soi, les prises de risques et proposer des dépistages. Ça permet d'évaluer la santé cardiovasculaire. Donc, vous l'avez bien compris, la dysfonction érectile est un marqueur sentinelle. Et puis, il y a la ménopause et ses différents maux. Les effets des pathologies chroniques sur la sexualité. Les événements de vie qui sont perturbateurs du bien-être affectif, relationnel et sexuel. Et puis le repérage des troubles de la santé mentale en rapport avec la sexualité. La mauvaise image de soi, l'orientation sexuelle, les paraphilies, les addictions et la sexualité, donc les pratiques, les écrans, la porno, les nouvelles drogues, les violences sexuelles. Et c'est aussi la possibilité d'évaluer les troubles de fonctionnement sexuel et de l'identité sexuelle. Cela offre un espace de parole et c'est en lui-même un acte thérapeutique et ça crée une relation de confiance entre le praticien et son patient. Donc ça produit chez la personne une sensation qu'ici tout peut être dit, tout peut être partagé. Alors comment parler de cette sexualité ? Alors la première chose, c'est se sentir légitime et ça nous venons de le voir. La deuxième chose, c'est avoir envie d'en parler. La troisième chose, c'est susciter la demande. Ça peut être des affiches en salle d'attente ou des autoquestionnaires, comme je vous expliquerai tout à l'heure. Ça peut être se préparer pour se sentir capable. Donc pour cela, il faut s'informer, se former ou se sensibiliser et se préparer à soi-même. On peut aussi avoir des limites. C'est des choses pour lesquelles en fait tout se respecte. Quelles sont mes limites et mes compétences. Et s'entraîner à expliquer le pourquoi en parler, de donner du sens à nos questions et s'entraîner à poser ces fameuses questions. Avoir des objectifs en tête, faciliter l'expression du patient, ses questionnements et ses besoins par une écoute active et empathique. Informer, donner des informations pour renforcer les compétences de la personne, désamorcer les idées fausses et les incompréhensions et promouvoir effectivement les valeurs de la santé sexuelle en termes de droit, de respect, d'éducation, de consentement, de non-violence et de plaisir. Et puis ça permet de détecter les dysfonctionnements, les troubles, les préoccupations, les difficultés et aussi d'orienter en donnant des adresses ressources. Le deuxième point, c'est la posture. Donc l'idée, c'est d'offrir une qualité de communication, donc d'être dans un lieu qui est calme, être en position de tout entendre, parce qu'une sexualité différente de la sienne, ça peut être difficile. Entendre une violence, un viol, pour la première fois, effectivement une situation de couple qui peut être complexe, des paraphilies, voire une pédophilie. Adopter une attitude de non-jugement dans son langage, mais aussi dans la façon de parler, donc choisir qui est le canal de communication principal. En parler de manière régulière en consultation afin de ne pas omettre et de montrer l'ouverture sur le sujet au patient. Être disponible tant dans les paroles que dans l'attitude. Accueillir et valoriser la démarche du consultant s'il s'ouvre à vous. Être à l'écoute, savoir faire silence. Avoir un entretien qui est centré sur la personne. Rappeler la confidentialité et le secret médical, c'est très important parce que ça libère en fait la parole. Ne pas hésiter à reformuler ce que vous croyez avoir entendu et compris, et puis interroger les émotions. En fait, c'est très efficace et cela confirme à la personne que vous l'avez entendu et cela lui permet en fait de libérer son esprit, car quand on est habité d'une grande émotion, on n'écoute pas le reste à entendre. Alors les occasions d'en parler, j'avais envie de vous faire une petite liste qui est en fait, il y a deux attitudes proactives et complémentaires. Soit on peut intégrer systématiquement la question sur la santé sexuelle dès les premiers entretiens, parce que la sexualité donc, est une dimension du bien-être et de la santé globale. Soit ce sont des questions opportunistes lors de, par exemple, de la découverte de pathologies, lors d'effets secondaires, la mise à jour des vaccinations, mes collègues en ont parlé tout à l'heure, les événements de vie, les femmes enceintes et les futurs papas, les femmes sous contraceptifs, les demandes d'IVG et de frottis, les nouvelles rencontres, les signes d'IST ou lors de demandes de dépistage des IST, le dépistage des cancers féminins, les hommes et leur érection et leur prostate, les jeunes avant d'être sexuellement actifs et ensuite, le couple et la violence,
les retours de voyage, les consommations d'alcool, de tabac, de nouvelles drogues, les consommations d'écran et de porno, la ménopause, les douleurs, le mal-être, l'âge et ses conséquences qui nécessitent un ajustement. Donc en fait, idéalement, et je vous le disais tout à l'heure et je vous le répète encore une fois, chaque patiente devrait être interrogée au moins une fois par an sur sa sexualité par un professionnel. Alors, les questions de routine qu'on peut utiliser, donc c'est les modalités de questionnement. Donc, ça peut être parfois une maladie, un traitement, dirons-nous, à ce patient, et un événement de vie peut affecter la sexualité. Comment se passe pour vous dernièrement? On peut le questionner aussi en systématique. Dans votre sexualité, quelles seraient vos inquiétudes à ce sujet? Avez-vous des questions au sujet de votre vie intime et sexuelle qui vous préoccupent? On peut aussi l'aborder sous forme de statistiques. Plus de 40% des hommes souffrent de pathologies cardiovasculaires et rapportent avoir des problèmes dans le fonctionnement sexuel, tels que la difficulté d'obtenir et de maintenir une érection chez les hommes. C'est pareil chez les diabétiques et autres pathologies chroniques. Et vous? Après, on peut choisir une question ouverte. Parlez-moi de ce qui pourrait compliquer votre vie sexuelle. Ou comment aimeriez-vous que les choses se passent sur le plan sexuel dans votre vie, dans votre couple? Alors bien entendu, ce sont des exemples qui sont donnés au fil de nombreuses études et littératures. Après, chacun va se faire sa propre question et s'entraîner à la poser. Donc ce sont des exemples. Après, chacun d'entre vous, vous pouvez choisir comme vous le sentez. Alors les connaissances de base pour parler de sexualité. La première chose, c'est les fonctions de la sexualité. Il est bien entendu qu'on disait tout à l'heure que c'est le plaisir qui prime sur la reproduction de nos jours, mais il y a aussi l'aspect relationnel. Vous avez vu qu'en fait, il y a des avantages et des inconvénients dans la relation sexuelle, affective, relationnelle. La deuxième chose, c'est de connaître que chez les hommes et chez les femmes, il y a une réponse sexuelle qui est décrite avec les 4 phases qui sont l'excitation, le plateau, l'orgasme et la résolution, qui ont été décrits par Master et Johnson en 1966, puis après qui a été réactualisé en 1979 en incluant la première partie qui est le désir. Et donc, on peut expliquer aux hommes et aux femmes que les réponses des hommes et des femmes ne sont pas identiques et ça peut être source d'incompréhension. Ensuite, le troisième outil, c'est connaître les déterminants de la santé sexuelle. Vous voyez qu'en fait, il y a 4 pavés qui sont déterminants de cette santé sexuelle. Il y a les aspects physiques, dont on a beaucoup parlé, donc le terrain, l'âge, le sexe, les périodes de vie, les maladies, les blessures, les opérations. Il y a aussi les médicaments, l'alcool, le tabac, les drogues. Il y a les aspects relationnels, les conjugalités, les attitudes du partenaire ou des partenaires, les dysfonctions sexuelles, l'entourage, le travail, les amis, la famille, qui des fois se mêlent de la vie de couple, de la vie de famille qu'on peut avoir. Il y a les aspects mentaux, qui sont effectivement les pensées, les croyances, les mythes, la culture, la religion, l'éducation, le genre, les connaissances, les identités, les images, la confiance et l'estime de soi, les premières expériences sexuelles, la vie fantasmatique et imaginaire, les addictions. Et sur le plan sexuel, il y a effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, les orientations sexuelles, les préférences sexuelles, les apprentissages physiques chez les hommes ou chez les femmes, les habiletés érotiques et physiques, et bien entendu, on y retrouve aussi les dysfonctions sexuelles à proprement dit. Le quatrième outil, c'est de savoir qu'en fait, les couples vivent selon un rythme de saison. Donc il y a 3 saisons qui sont... La première saison, c'est la passion. La deuxième saison, c'est l'éveil. La troisième saison, c'est l'engagement. Et vous connaissez tous ces 3 saisons. Je vous les décris brièvement. Dans la passion, c'est le début de la relation et on idéalise l'autre. Il y a le mythe de la fusion, un sentiment de toute puissance, une sexualité qui est foisonnante. Et après, donc tout ça est dû effectivement au système de récompense cérébrale. Et après, on passe à la deuxième phase où les choses s'atténuent un petit peu. Il y a une diffusion. Il y a un regard plus objectif sur l'autre. La sexualité devient un peu moins ludique et plus relationnelle. Il y a un ajustement conjugal qui s'organise. Il peut y avoir des dominations, des prises de pouvoir de l'un sur l'autre. Après, ça va dépendre des qualités relationnelles. Il va y avoir les premières négociations au sein du couple. On s'ajuste, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et puis après, il y a des ruptures. Si on n'est pas
si on n'est pas en accord avec ce qu'on souhaite de la relation, eh bien, il peut y avoir des ruptures. Et puis la troisième phase, qui est la phase d'engagement. Je décide de rester parce que je vois les choses à long terme, parce que on a des évolutions peut-être parallèles ou divergentes, mais peu importe, on est bien ensemble. On peut s'accorder sur des valeurs. On prend la décision de s'impliquer, de poursuivre. C'est aussi une respiration du couple, c'est-à-dire chacun prend un peu sa place, chacun a ses espaces et ses projets, et c'est accepté par le couple. Et c'est accepter l'autre dans sa réalité. C'est aussi une motivation, une qualité de communication qui s'installe et qui doit s'installer pour que ça dure. Et puis après, c'est la gestion des crises. Alors les crises, c'est le premier enfant, c'est peut-être l'entrée dans un cursus de PMA, c'est peut-être la crise du nid vide quand les enfants s'en vont, c'est peut-être des crises de milieu de vie, ça peut être la routine aussi, ça peut être les infidélités bien sûr et les maladies comme on l'a dit tout à l'heure. Donc le cinquième outil, c'est connaître les troubles sexuels, donc les différentes dimensions qui sont concernées. Vous avez la fonction sexuelle avec les dysfonctions sexuelles, vous avez l'orientation sexuelle avec les troubles de l'orientation, l'identité sexuelle avec ses troubles, et vous avez les demandes particulières qui sont, et on le revoit souvent en sexologie, des demandes de performance. Les hommes veulent rattraper une vigueur efficace. Et puis après, il y a les contraintes. Dans la fonction sexuelle, vous avez ici le tableau qui explique dans les différents stades de la réponse sexuelle les anomalies qu'on peut retrouver. Donc dans le désir, il peut y avoir une absence de désir chez l'homme et chez la femme. Il peut y avoir une baisse de désir. Il peut y avoir à l'inverse un désir sexuel hyperactif. Dans le domaine de l'excitation, il peut y avoir une baisse d'érection. Chez la femme, ce sera une insuffisance de lubrification vaginale. Au niveau du plateau, on va retrouver l'éjaculation prématurée, l'éjaculation retardée ou l'éjaculation rétrograde. Dans le plaisir, on retrouvera donc des éjaculations anorgasmiques, des éjaculations douloureuses. Chez la femme, ce sera des troubles de l'orgasme, ça peut être des douleurs, des dyspareunies, du vaginisme. Et puis dans la phase de résolution, qui concerne essentiellement les hommes, il y a le priapisme et l'allongement de la période réfractaire et qu'on voit au fur et à mesure de l'âge, au fur et à mesure que l'homme prend de l'âge, il aura du mal à rattraper une érection et éjaculation alors qu'il vient d'en avoir une. Et puis après, il y a le couple, bien entendu, les conjugalités, les interactions, les dominances, la prise de pouvoir, les rôles pris au sein du couple, les dépendances et puis les enfants. Le septième outil, c'est connaître les nuances qu'il y a entre le masculin et féminin. Vaste programme. Alors, les stéréotypes de genre font passer pour naturel et normal les rôles attribués selon le sexe. Or, en fait, ça, c'est une construction sociale qui dépasse en conséquence. Les différences entre les hommes et les femmes sont à la fois évidentes, génétiques, émotionnelles, éducatives, culturelles, comportementales. En fait, on dit que la nature et l'évolution en seraient la cause. Les hormones propres à notre sexe et les activités de nos ancêtres, comme la cueillette pour les femmes et la chasse pour les hommes, auraient formaté différemment nos cerveaux. Cependant, nos cerveaux sont pas simplement sexués, mais aussi plastiques, donc nous permettent d'apprendre, et ainsi l'avenir s'ouvre à ceux qui sont prêts à changer et à vivre mieux ensemble. Aujourd'hui, dit Philippe Breneau, qui est un psychiatre sexologue, les femmes osent dire ce qu'elles désirent et ce qu'elles ont envie de sexe, par exemple, et les hommes deviennent plus attentifs à cela. Avant, les femmes étaient en position inférieure, souvent de soumission. Donc lui, il dit ça parce qu'il a fait une enquête auprès de milliers de femmes et d'hommes entre 2010 et 2012. Cependant, cette enquête ne nous dit pas qu'il persiste encore trop souvent des attitudes type patriarcales dans beaucoup de sociétés, dans le monde, et dans de nombreux pays, où la femme est non respectée, bafouée, et ça on l'observe souvent en Nouvelle-Calédonie. Et encore beaucoup de violences sexuelles et conjugales au sein des couples, ou des relations qui dénoncent les problèmes de communication et de non-respect mutuel, qui nuisent à une harmonie auquel chacun aspire. Dans ces différences entre les hommes et les femmes, vous avez 5 différences fondamentales. La première, c'est le timing. En effet, pour ce qui concerne la survenue de l'orgasme, si une poignée de secondes suffit à l'homme pour atteindre une érection-éjaculation,
Les femmes, elles ont besoin de plusieurs minutes. Des études disent que c'est en moyenne 8 minutes. La plupart des problèmes sexuels proviennent de cette différence de timing. Après, il y a la possibilité orgasmique qui est inégale. En raison de cette phase réfractaire qui suit chaque éjaculation, l'homme peut difficilement enchaîner les orgasmes. Alors que la femme, elle, dans la réponse sexuelle qu'elle peut vivre, elle est capable de multiplier les orgasmes sans se fatiguer et sans baisse de désir. La troisième, c'est l'angoisse masculine de performance. Les hommes donc sont, bien plus que les femmes, préoccupés par la jouissance et par la qualité de leur érection, en termes de durée et de dureté. La sexualité masculine est plus génitale. Les hommes sont naturellement portés à réduire l'activité sexuelle aux organes génitaux. Et la plupart du temps, le désir masculin est décrit par les hommes comme un désir pulsionnel cherchant à se satisfaire. Et le désir féminin, quant à lui, prend davantage sa source dans un climat émotionnel et affectif de la rencontre. Pardon, je ne vous ai pas tout dit. La cinquième différence fondamentale, c'est les univers fantasmatiques opposés. Parce qu'ils dissocient plus facilement l'acte sexuel de la relation, le désir masculin est aussi nourri par des fantasmes de polygamie, alors que les fantasmes féminins mettent en scène plutôt la séduction, le don de soi, la réceptivité à l'organe mâle et la capacité à se laisser conquérir au plus intime de soi. Et il y a aussi nos malentendus. Un homme et une femme n'ont pas la même conception de l'amour, ni même les mêmes codes comportementaux et linguistiques pour s'exprimer. Alors, elle parle plus souvent que lui, d'abord, ça c'est connu. Il l'informe sur les faits, elle évoque ses ressentis. Elle a besoin d'être écoutée, lui donne des conseils. Il rentre fatigué et cherche à se sentir réconforté. Elle pense à tout ce qu'elle a encore à faire. Elle veut de la tendresse et si elle se love contre lui, il pense sexe. Il ne répond qu'aux demandes clairement formulées. Elle aimerait qu'il devine ses attentes. Il lui dit « je t'aime ». Il répond « moi aussi ». Il dit « je t'aime » et elle répond « pourquoi ?» Alors la stratégie pour parler concrètement, là je viens de vous présenter les outils. Dans la salle d'attente, en fait, on pourrait mettre des affiches, des informations, les cartes de prisme. Lors de la consultation, c'est de créer un environnement confidentiel, serein, être centré sur la personne, on l'a dit tout à l'heure, permettre l'expression des sentiments, des émotions, pardon, renforcer le sentiment d'autonomie et d'efficacité, accompagner les prises de décision et évoquer les ressources selon le besoin. La deuxième idée, c'est explorer et repérer. Donc, écouter le motif de la consultation. Bon, bonjour, qu'est-ce qui vous amène? Valider la demande, explorer l'anamnèse, puis revoir les antécédents, les vaccinations à jour, les consommations, tabac, cannabis et les autres. Explorer les derniers événements de vie vécus. Inclure la question sur la sexualité que vous aurez choisie, comme est-ce que cette situation... ou votre maladie ou votre traitement, selon les situations, ont des répercussions sur votre vie sexuelle. Par exemple, chez une femme, on pourra questionner sa lubrification. Est-ce que, par exemple, dans les situations, est-ce que la lubrification est suffisante? Est-ce que vous avez des douleurs à la pénétration? S'il s'agit d'un homme, on peut questionner sur son érection. Est-ce qu'elle est satisfaisante? Comment est le maintien? Pour les hommes de 45 ans, en systématique, comment est votre érection matinale? Je vous en parle car il est observé que la disparition des érections matinales est un signe qui peut évoquer un problème vasculaire comme un infarctus ou un AVC. Voilà, dans ma consultation, c'est souvent aux hommes, je leur dis systématiquement, et c'est une question gagnante. Si la personne n'est pas sexuellement active, demandez si cette situation est satisfaisante et s'il y a des obstacles à une vie à deux ou une simple relation. Donc ça permet d'entamer la discussion. Et en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de violences, comme vous le savez, et ne pas hésiter à poser la question, comment va votre relation, votre couple? Vivez-vous des violences au sein de votre foyer? Et donc orienter s'il y a besoin. Ensuite, informer, expliquer.
L'information sera donnée selon le problème nommé. On pourra informer sur la sexualité en expliquant qu'elle ne va pas forcément de soi, qu'elle s'apprend d'ailleurs à tout âge, c'est un continuum, on l'a dit tout à l'heure. Expliquer que nos préférences sont influencées par notre développement psychosexuel lors de notre enfance et que les représentations qu'on a de la sexualité dépendent de l'éducation donnée par l'entourage et les exemples de vie de couple observés dans notre entourage. Et en cas de trouble de désir, expliquer qu'il est multifactoriel. Donc ça permet d'aller explorer tout ça. Expliquer qu'avec l'âge, l'érection n'est pas aussi fiable et l'aide peut être possible. Et expliquer simplement que 50% des hommes rencontrent des problèmes d'érection dans leur vie. Ça peut être passager ou non. Que le couple passe par des saisons et des crises, on l'a vu tout à l'heure. De renforcer l'idée que communiquer aide à mieux se comprendre. Et expliquer le masculin-féminin quand chacun de nous réagit, bien sûr, différemment. Et expliquer que les hommes et les femmes ont des réponses sexuelles différentes. On l'a vu dans les outils tout à l'heure. On peut conseiller utile aussi, inviter nos patients à parler avec leur partenaire. Souvent, il y a des mésententes qui peuvent être réglées en intrafamilial, en intracouple. On peut se découvrir aussi à chaque échange au sein des couples. On peut les inciter à partager leurs sentiments, leurs émotions, leurs souhaits. J'aime, j'aime pas, je voudrais, je veux pas. Tout ça, souvent, n'est pas dit. Parler aussi des émotions, comment vous sentez-vous ? Je vous sens en colère, triste et découragé. Renforcer le pouvoir et le droit de dire non. Dans les relations, c'est très important. Encourager aussi à se faire traiter avec respect et avoir des relations égalitaires en famille. Conseiller de prendre du temps pour leur couple. Promouvoir des gestes de tendresse et de proximité non sexuels. Se laisser surprendre et surprendre et élargir son répertoire d'activités sexuelles ensemble dans son couple. Et en cas de troubles sexuels, rassurer et référer à un professionnel dans le domaine. Alors on peut évaluer les troubles sexuels et notamment la gêne, la souffrance dans la dysfonction par des questionnaires qui sont disponibles. Et vous avez de façon assez classique les questionnaires IEF, donc l'index international de la fonction érectile. Et vous avez le même pour la fonction sexuelle féminine, qui sont des questionnaires en fait, qui comprennent à peu près 19 questions. Mais récemment sont sortis un questionnaire homme, un questionnaire femme, qui comporte 10 questions. Et là où ça vous intéresse, ce sont des auto-questionnaires possibles qui peuvent être mis à disposition dans vos salles d'attente ou dans votre consultation et qui vont vous permettre d'aborder la sexualité, le thème de la santé affective et sexuelle et relationnelle avec vos patients. Et pour être un peu plus précise, je vous les ai mis là, je vous les donne, vous viendrez les récupérer. En fait, les premières questions, je vous ai dit qu'il y en avait 10. La première question parle du trouble du désir. La deuxième parle des troubles d'érection, donc les difficultés à la tenir, les difficultés aussi à la stimuler. La quatrième question parle de l'éjaculation prématurée, les problèmes de maîtrise en fait, de l'excitation. La cinquième question parle de l'orgasme, ou pas. La sixième question parle des tailles et de la courbure. Donc vous imaginez que ce questionnaire-là parle des hommes. La septième question parle des problèmes douloureux qui peuvent survenir. La huitième question parle de la satisfaction sexuelle. La neuvième question est une question ouverte. Et la dixième, donc, évoque le fait que si la personne veut être orientée vers un professionnel, qu'elle puisse l'exprimer. Et chez les femmes, nous avons à peu près la même distribution des questions, puisqu'on a effectivement le désir, l'excitation, l'orgasme et les troubles douloureux. Et en fait, on parle aussi dans ce questionnaire, dans le questionnaire que je ne vous ai pas mis sur le topo, mais qui sera sur ces feuilles. À droite, il y a l'exploration, donc sur votre droite, il y a l'exploration des dysfonctions sexuelles. Donc vous en prendrez connaissance tranquillement. Et donc ils sont à destination à être proposés à la population en auto-questionnaire. Ils sont sortis récemment, ils ont été validés par les sociétés de sexologie. Alors ensuite, dans la pratique médicale, cette fois, un médecin pourra prescrire un bilan sanguin, où on ira chercher des choses comme la glycémie, les lipides, les PSA, la thyroïde, les hormones, ce sera une exploration autre, ça peut être un échodoppler. Ça pourrait être solliciter le réseau, ça pourra être prendre un avis spécialisé, on a évoqué l'aspect cardiovasculaire. Et ce sera peut-être pour ceux qui ont envie de poursuivre avec le patient sur la problématique, c'est revoir la personne avec un nouveau rendez-vous et se donner le temps de se documenter pour aller plus loin ensemble.
Dans la stratégie toujours, le 8e point, c'est de donner des ressources. Donc là, je vous ai mis ici la carte de Prisme, mais surtout ici, je vous ai mis la liste des sexologues et sexothérapeutes de Nouvelle-Calédonie, donc qui est à votre disposition. Vous aurez le choix pour orienter vos patients aisément. En résumé, l'attitude du soignant et leurs valeurs sont déterminantes pour que le patient se confie et obtienne le service requis. Se sentir légitime et avoir envie d'en parler, c'est important. Saisir les opportunités, vous l'avez compris. En parler systématiquement et adopter une question simple dans votre pratique. Donc je vous en repropose encore. Est-ce que votre maladie, votre traitement a des répercussions sur votre vie intime, affective, relationnelle, affective et sexuelle? Certains patients ou patientes ont la même maladie que vous, ont des problèmes sexuels, et vous? Et pour les patients de 45 ans, vous avez vu, c'est en systématique. Comment est votre érection matinale? L'idée, c'est de fonctionner aussi en réseau pour proposer une prise en charge plus globale et connaître donc les ressources territoriales. Donc, je viens de vous les citer. Et en suivant ces conseils, en fait, vous pourrez aborder plus facilement cette thématique dans vos consultations. En tout cas, je l'espère fortement. Et quant à ceux qui voudraient... Attendez, à ceux qui voudraient aller plus loin dans la formation, eh bien, il y a des formations universitaires, il y a des MOOC au niveau de la chaire de l'UNESCO, il y a les Corévis aussi qui offrent des formations. En cancérologie, il y a un guide de bonne pratique qui est sorti, que vous pourrez retrouver sur Internet. Vous avez aussi Oncopaca Corse qui propose sur les chaînes YouTube 2 webinaires sur l'oncosexologie. Et vous avez aussi les écoles. Certains des sexothérapeutes en fait, ont été formés au CERFA, certificat de sexologue par correspondance, et il y a des écoles aussi de psychosexologues et des écoles de sexofonctionnels. Voilà, merci de votre attention.